politique à Madagascar, l'armée et la police malgache appellent le gouvernement et l'opposition à trouver rapidement une issue. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Révolution dans le monde médical, une nouvelle méthode de dépistage de la trisomie 21 permet de réduire le nombre d'amniosynthèses. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. À Madagascar, l'armée et la police ont appelé le gouvernement et l'opposition à trouver rapidement une issue à la crise politique qui agite le pays. Cette interpellation des forces de l'ordre intervient au 12e jour de la fronde contre le régime du président Eri que l'opposition appelle à démissionner. Reportage. L'armée et la police malgache ont mis en demeure mercredi le gouvernement et l'opposition de trouver rapidement une issue à la crise politique qui agite le pays au 12e jour de la fronde contre le régime du président Eri. Les responsables des forces de l'ordre ont appelé les chefs de partis politiques concernés par la crise actuelle à prendre leur entière responsabilité le plus tôt possible pour trouver une solution. Ils ont également lancé un appel à tous les citoyens malgaches de ne plus se laisser manipuler par les politiques. Nous lançons un appel à tous les citoyens sans exception de ne plus se laisser manipuler par les politiques. Ça suffit, le sang versé, les pertes en vies humaines. Ne faites pas de l'égoïsme et la cupidité des raisons pour sacrifier vos compatriotes. Depuis près de 2 semaines, des centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai, au cœur de la capitale Antananarivo, pour dénoncer l'adoption de lois électorales à leurs yeux partiales et exiger la démission du chef de l'État. L'opposition et le parti au pouvoir se sont rencontrés quelques heures la semaine dernière sous l'égide de l'Union africaine pour trouver une solution à la crise, mais leurs discussions ont tourné court. La campagne officielle pour le référendum constitutionnel burundais du 17 mai a débuté mardi dernier et doit durer 14 jours. Et dans le cadre de ce référendum constitutionnel, le président burundais Pierre Nkurunziza sillonne certaines localités du pays. Il a par ailleurs assuré les populations que le scrutin se déroulera dans la sérénité. On l'écoute. Je voudrais annoncer à tous les Burundais que ce vote du référendum constitutionnel se déroulera sereinement. Dieu en est le principal témoin. Je voudrais également vous annoncer que ce soit un Burundais ou un étranger qui essayerait d'être une entrave à cette élection, il rendra des comptes à Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, l'exemple vient d'en haut et se répand partout dans le pays. Prenez donc exemple sur moi. Je voterai oui. La communauté internationale célèbre aujourd'hui 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Bénin, les hommes de médias ont tenu une conférence débat sur le thème médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Le compte rendu dans ce reportage. L'édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème cette année « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Un thème sur lequel les acteurs de médias béninois ont eux aussi échangé ce jeudi. Ils ont notamment fait un état des lieux de la presse au plan national. Le 3 mai, c'est le jour où on a clôturé la conférence de Windhoek et une déclaration a été faite. La déclaration a été faite le 3 mai. Donc l'Assemblée générale des Nations unies a choisi le 3 mai comme la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc c'est un grand honneur qui a été fait à l'Afrique parce que c'est devenu une journée mondiale, pas une journée africaine de la liberté de la presse. Cette journée a également été dédiée aux hommes de médias décédés au Bénin. Une messe a donc été dite en leur mémoire. Le
Le processus électoral suit son cours en République démocratique du Congo où l'Assemblée nationale a adopté la loi sur la répartition des sièges. Une étape qui ne rassure pas pour autant. Un collectif catholique a annoncé mardi la fin de sa trêve en dénonçant l'incertitude qui pèse sur les élections. L'Assemblée nationale a adopté la loi qui doit être promulguée d'ici au 8 mai par le président Joseph Kabila, ont rapporté mardi plusieurs médias congolais. La loi doit encore entre-temps être examinée par le Sénat. Il s'agit d'une autre date importante du calendrier électoral qui doit déboucher sur des élections présidentielles, législatives et provinciales le 23 décembre pour le départ du président Kabila. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Quelques 40 287 387 électeurs ont été enregistrés et inscrits par la commission électorale CENI pour élire un nouveau président et 500 députés nationaux. Lors des débats, un député a affirmé que le recensement des Congolais de l'étranger pourrait retarder les élections. Pour sa part, le collectif laïque de coordination CLC, proche de l'Église catholique, a annoncé des préparatifs pour des actions pacifiques d'envergure, demandant aux Congolais d'être prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur. Le CLC a organisé depuis le 31 décembre 3 marches demandant au président Kabila de s'engager publiquement à quitter le pouvoir. Interdit, ces 3 marches ont été réprimées dans le sang avec une quinzaine de morts. Le CLC, qui avait annoncé fin mars une trêve de ses actions, dénonce l'incertitude du calendrier électoral, accusant la CENI de gaspiller son temps, ses moyens et son énergie à l'approche des autres échéances du calendrier, notamment le dépôt des candidatures à la présidentielle à compter du 25 juillet. Le CLC dénonce l'absence de mesures de décrispation politique, la partialité de la CENI et l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. De mes 2 mandats, je ne serai pas candidat prochainement. En restant en RD Congo, plus précisément dans le nord-est, où plus de 28 000 Congolais, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé le lac Albert pour se réfugier en Ouganda depuis l'éruption mi-décembre d'une nouvelle vague de violence entre les communautés des Ema et Lendu en Ituri. Ces dernières semaines, une flotte d'embarcations de pêcheurs ont transporté ces personnes traumatisées par les violences. Reportage. Des réfugiés congolais épuisés, des femmes et des enfants pour la plupart. Ils viennent tout juste de traverser le lac Albert, un dangereux périple de 10 heures, pour fuir les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Imani Prissa est arrivée il y a quelques jours avec ses 3 enfants. Elle aussi a dû partir à cause du conflit entre les communautés Ema et Lendu. Quand les Lendu sont arrivés dans notre village, ils étaient déguisés en footballeurs. Quand ils sont arrivés, nous les avons accueillis sur le terrain. Et d'un coup, ils ont commencé à tirer et brûler des maisons. Après, nous nous sommes enfuis. Une fois en Ouganda, les réfugiés sont transférés dans un centre d'accueil où ils reçoivent leur premier repas depuis des jours. Plus de 3000 repas composés de maïs et de fèves sont distribués quotidiennement. Parmi les réfugiés, Marie Edouzi, à 61 ans, elle a réussi à fuir les violences, mais elle laisse derrière elle 2 sœurs et 6 enfants. Je suis toute seule et je n'ai pas de mari. J'étais avec mes enfants, mais ils sont restés coincés de l'autre côté. L'Ouganda accueille près de 1,4 million de réfugiés. La plupart viennent du Soudan du Sud, mais environ un quart d'entre eux sont congolais. Et la traversée du lac est de plus en plus dangereuse. Nous avons encore des milices sur le terrain et certaines milices empêchent les réfugiés de traverser le lac. Il y a donc encore beaucoup de personnes déplacées dans les villages de l'autre côté du lac. Depuis le mois de décembre et la nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo, plus de 27 000 Congolais ont traversé le lac pour fuir le pays. Le procès en appel de 2 anciens maires du Rwanda condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis en avril 1994 a débuté mercredi devant les assises de Paris. Octavien Genzi et Tito Barahira, qui se sont succédés à la tête de leur localité de l'Est du Rwanda, ont toujours nié leur implication dans les massacres. Les images. Leur condamnation en 2016 à la prison à vie était la plus lourde prononcée en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda.
Le procès en appel d'Octavien Ngenzi et Tito Baraira, 2 anciens maires rwandais, poursuivis pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994, s'est ouverte mercredi devant les assises de Paris. Dans cette même salle d'audience, ils avaient été jugés en 2016, coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Échapperont-ils cette fois à la prison à vie? C'est l'enjeu majeur de ce second procès qui se tient 24 ans après les faits. Oui, en réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans 2 mois à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques, parce que mon père n'a rien fait. Quoi qu'il cherche, ils trouveront rien parce que mon père n'a rien fait, et ce n'est que politique. Et j'insiste sur ça. Comme en 2016, les débats seront filmés pour l'histoire. Des dizaines de témoins seront entendus, venus du Rwanda ou en visioconférence. Au total, 34 victimes ou associations se sont constituées partie civile pour ce procès. Les débats sont prévus jusqu'au 6 juillet prochain. Révolutionnaire selon ses promoteurs, une nouvelle méthode de dépistage de la trisomie 21 permet désormais de réduire le nombre d'amniosynthèses. Elle est notamment proposée gratuitement à l'hôpital Nord de Marseille en France. Voici le reportage. Une simple prise de sang pour détecter la trisomie 21. À 37 ans, cette femme enceinte a un risque d'1 sur 927 de mettre au monde un enfant trisomique. Pour en avoir le cœur net, elle a préféré cette nouvelle méthode non invasive et donc sans risque, plutôt que l'amniosynthèse. L'aiguille est beaucoup plus importante puisqu'il faut aller prélever le liquide amniotique dans la poche. Donc je pense que c'est quand même une technique qui est un petit peu douloureuse, qui fait un petit peu peur et surtout qui est risquée pour le bébé puisque je pense qu'il y a des risques de fausse couche derrière. À l'hôpital Nord de Marseille, le docteur Annie Lévy-Mosiconacci expérimente ce test qui devrait prochainement être remboursé par la sécurité sociale. Si actuellement certaines cliniques privées le proposent déjà, le prix, 390 € est souvent rédhibitoire. Pourquoi on a proposé cette prise en charge? D'une part, pour éviter de proposer une amniosynthèse aux femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 250, et aussi pour élargir la surveillance à des femmes comme vous, qui a un risque compris entre 1 sur 250 et 1 sur 1000. Ce ne sera pas un pourcentage, ce sera ou positif ou négatif. Exactement. Prouesse technique, l'opération consiste à déceler les chromosomes 21 dans les traces d'ADN du fœtus présentes dans le sang de la mère. Un test accessible au grand nombre qui suscite l'inquiétude de certains. Mais le docteur balaie les accusations d'eugénisme. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesse, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc, on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir l'épée de Damoclès de perdre dans 1% des cas par une amniosynthèse ce bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non invasif, offre par ailleurs aux couples plus de temps pour prendre une décision. Le résultat est disponible dès la 12e semaine de grossesse. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.